Bonsoir. On va commencer. Donc déjà, merci à tous d'être là. Vous êtes super nombreux, ça fait plaisir. Déjà, quelques mots sur nos partenaires, forcément. Donc on voudrait remercier Avanade, CGI, Modis, Accenture et bien sûr Microsoft, dont le représentant est ici, Jean-Sébastien Dupuis, donc qui va nous animer la première conférence sur Xamarin. Donc déjà, c'est quoi le MUG? Donc le MUG, c'est le Microsoft User Group. Donc on fait un petit écho à nos collègues du JUG, du Java User Group. Ils nous ont donné les droits pour les User Groups. L'objectif, c'est de présenter des technos, des outils autour des environnements Microsoft. Avec forcément du .NET, du TypeScript, quelques outils. Donc on va essayer sans doute de faire des petites expériences sur Visual Studio, sur TFS, enfin tous les outils de la suite un peu Microsoft. On est 5 dans l'organisation. Donc Sylvain, Kevin, et il y en a 2 qui se cachent, il y a Pierre et Damien, et moi-même, Jérôme. Donc l'idée, c'est de rester un petit groupe. On fait tous du Microsoft dans nos travaux respectifs. On organise ça pour essayer de refédérer un peu des communautés autour de Microsoft. Il y en a qui existent autour de JavaScript, il y a eu quelques initiatives localement. Il y en a qui existent aussi côté Java, donc qui est beaucoup plus vif comme communauté. Il y a les Clermont Tech, auxquels on participe en tant qu'auditeur. Et du coup, on aimerait bien lancer à peu près la même chose sur du Microsoft. On voudrait bien se réunir tous les 2 mois. Donc ça dépend vraiment de nos partenaires, de nos sujets, de notre énergie aussi. Donc on va essayer de tenir ça. Donc pour l'instant, la prochaine date n'est pas fixée. Et on va sans doute faire appel à vous pour que vous nous aidiez à définir les sujets. Ce soir, on va faire une petite introduction sur Xamarin et notamment un retour sur la dernière build 2017. Donc Jean-Sébastien va nous introduire un petit peu Xamarin pour les novices, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi ça parle, et va un peu faire un focus sur toutes les nouveautés Xamarin. Donc j'ai lui laissé la main. Il va nous parler forcément de pas mal de développement mobile, c'est un peu le sujet. On aura, je crois, une démo, voilà, un petit proto, un petit POC. Et comme je vous le disais, pour la prochaine session, ce sera à vous de jouer. Du coup, on a ouvert un petit sondage avec pas mal de sujets. Donc on compte sur vous pour que vous puissiez voter et nous aider à organiser le prochain sujet. On va vous laisser 2 minutes pour scanner le QR code si vous en avez besoin, pour aller directement faire le vote si vous le souhaitez. La présentation de toute façon sera libre. On vous enverra le lien directement depuis les inscriptions que vous avez faites sur Meetup. Vous aurez les liens directement pour accéder à cette présentation. Enfin celle-là, pas forcément celle de Jean-Sébastien, mais vous pourrez retrouver les liens directement. Alors, on est moderne, on a fait un QR code. Ouais. Donc, voilà. Moi j'avais pas l'appli, mais ça se trouve facilement. Je te laisse la main, Jean-Seb. On est parti. Que je tombe pas, c'est bon, on est parti. Tiens, je t'en prie. Bonsoir à tous. Voilà, je vais mettre ça un petit peu plus loin. Donc bonsoir à tous. Merci de m'accueillir à Clermont-Ferrand. Pour les présentations, je suis donc Jean-Sébastien Dupuis. Je travaille chez Microsoft France en qualité d'évangéliste technique sur spécifiquement plutôt tout ce qui va être développement d'applications mobiles. Ça tombe bien. Et également de plus en plus tout ce qui est chatbot, agent conversationnel. Donc on pourra en discuter à un prochain meet-up si le sujet vous intéresse. Juste en préambule, je voulais juste savoir, et je vois pas du tout la salle, mais qui n'a jamais fait de Xamarin parmi vous? Il y en a quelques-uns, donc ça vaut le coup effectivement de représenter un petit peu une introduction à Xamarin. Alors, je vais juste représenter un petit panorama de ce qui existe aujourd'hui en termes de développement mobile. Si vous vous lancez dans une application, eh bien soit vous allez développer en natif, donc du coup, vous allez vous retrouver pour la plateforme Windows avec du .NET sous Visual Studio. Pour iOS, vous vous retrouvez sur Xcode à développer en Swift ou en Objective-C.
Et puis, bien entendu, pour la partie Android, on va développer en Java avec l'Android Studio. Alors vient le moment où vous souhaitez pouvoir développer votre application et la réutiliser de manière cross-platform. Et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Donc soit vous continuez ce développement et puis vous faites 3 développements uniques pour chacune des plateformes. Soit on va commencer à attaquer des solutions hybrides avec l'utilisation d'HTML JavaScript. Donc l'idée est simple, c'est qu'on va simplement mettre un web browser dans l'application mobile et puis afficher toute la partie logique et toutes les interfaces en HTML, JavaScript. Pour accéder à tout ce qui va être plus natif sur la plateforme, toutes les API pour accéder à la caméra et ainsi de suite, on va pouvoir aller attaquer certains frameworks comme Apache Cordova, Manifold, pour vous aider. Ensuite, si on veut rester avec des performances natives, alors la solution de Barbu, on reste sur du C++. C'est l'approche Barbu, mais en fait, on l'a pas forcément toujours en tête, mais C++, c'est un des rares langages à être présent sur chacune des plateformes, et ça permet potentiellement de créer des briques qu'on va pouvoir utiliser comme ça d'une plateforme à l'autre. C'est notamment très intéressant pour tout ce qui va être développement de jeux, car on va pouvoir vraiment réutiliser toute la logique, et aujourd'hui, on sait convertir très facilement de l'OpenGL vers du DirectX, donc on peut couvrir les 3 plateformes. Ensuite, on peut quand même en JavaScript faire du natif. Aujourd'hui, il y a des frameworks qui sont beaucoup plus récents qui sont arrivés avec du React Native, du NativeScript. Mais ce qui va nous intéresser, nous, particulièrement, c'est Xamarin avec la possibilité de développer notre application en C# ou en F#, accessoirement, sur les 3 plateformes, c'est-à-dire Windows, Android, iOS. Et pour ça, on va utiliser Xamarin. Alors pourquoi utiliser Xamarin? L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir du coup réutiliser C# partout. Alors un petit historique, Xamarin provient au départ d'une initiative qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Miguel de Icaza. Et Miguel de Icaza a développé Mono. Donc si ça vous rappelle quelque chose, Mono c'est le premier portage finalement de .NET sur du Linux. Et à partir de ça, il a commencé à aller vers de l'Android et il s'est dit pourquoi pas de l'iOS. Et il a porté finalement .NET sur Android et iOS. Donc ça va être super sympa, on va pouvoir utiliser tout ce qu'on a fait. Sauf que, on va voir, on a plusieurs approches. On a une approche qui est dite native, donc c'est celle qu'on a là, c'est-à-dire que vous allez développer votre application Android, iOS ou Windows en C#. Sauf que les interfaces, on va quand même devoir les réutiliser et les développer dans le langage de chaque plateforme. Donc toute la partie interface, on va rester sur du XAML pour Windows, on va rester sur de l'XML pour Android, des storyboards pour iOS. Donc toute cette couche-là, on ne peut pas du tout la réutiliser. Et concrètement, si demain vous ciblez avec Xamarin, si vous avez envie de développer juste sur une seule plateforme, c'est-à-dire vous ciblez juste Android, juste iOS, finalement, en termes de temps, de gain de productivité, vous aurez pratiquement rien. C'est-à-dire que par rapport à développer en Objective-C ou développer en Java, si vous ciblez qu'une seule plateforme, vous allez également exactement avoir les mêmes bénéfices et les mêmes contraintes. Donc du coup, c'est assez peu intéressant de cibler qu'une seule plateforme avec Xamarin. Là, vous allez gagner du temps avec Xamarin, c'est si vous commencez à cibler plusieurs plateformes, car vu qu'on est capable de redévelopper tout dans C#, et bien tout ce qui va être commun aux différentes plateformes, on va pouvoir du coup le mettre sous forme de librairie, et ces librairies, on va le développer qu'une seule fois pour pouvoir les réutiliser sur nos différentes plateformes. Donc l'approche traditionnelle dite native, c'est ça, et l'approche qui est beaucoup plus récente s'appelle Xamarin Forms. L'idée, c'est d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire que on ne souhaite pas redévelopper les 3 interfaces pour chacune des plateformes, mais avoir finalement un modèle en XAML qui va nous permettre de déclarer qu'une seule fois l'interface, et on va pouvoir après, tout simplement, réutiliser cette interface. C'est un niveau d'abstraction, et ce niveau d'abstraction, lors de l'exécution, il va tout simplement être remappé aux différents contrôles natifs de la plateforme pour refaire l'interface. Donc là, on va un cran plus loin en termes de partage de code.
Pour une version traditionnelle, on considère qu'on est entre 40 à 70% de partage de code. Avec du Xamarin Forms, on va un cran plus loin, on peut aller jusqu'à 98% pratiquement de réutilisation du code et de l'interface. Alors, on parle vraiment d'applications natives. Je m'explique. Pour la version de droite, on va commencer à droite, on est sur de l'Android. Pour de l'Android, notre application qui est en .NET va tourner dans une runtime. Cette runtime, c'est la runtime .NET. Et finalement, toutes les applications Android tournent dans leur propre runtime, qui est une runtime Java. Alors certes, on n'a pas la même architecture, mais les deux, c'est-à-dire Java et puis .NET, finalement, travaillent tous les deux finalement dans une runtime, ce qui va au final avoir plutôt des performances quasi identiques. Si ça vous intéresse, je vous enverrai sur le Meetup des articles qui parlent de performance, même par rapport à du natif pur. Aujourd'hui, on s'en tire plus que bien, puisque honnêtement, par rapport même à du Java, on est relativement plus rapide. Et sur de l'iOS, ça dépend du langage qui est utilisé. Par rapport à l'Objective-C, on va être un tout petit peu plus rapide. Par rapport à du Swift, on va être un petit peu moins rapide. C'est juste par rapport finalement aux optimisations du compilateur. Et je vous enverrai cet article-là. On pourra en discuter après si ça vous intéresse. Mais honnêtement, les performances sont à peu près similaires. Pour de l'iOS, c'est un tout petit peu différent car il n'y a pas de notion de runtime qui est exécutée. Car tout simplement Apple et iOS interdisent les runtime. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe par une autre phase qui s'appelle AOT pour Ahead of Time et on recompile toute l'application .NET en code natif. C'est-à-dire que toute la runtime va finalement se retrouver complètement encapsulée dans du code natif qui va être compilé pour le processeur spécifique en ARM. Alors, l'intérêt, ça reste quand même, si vous êtes développeur .NET, eh bien, de pouvoir développer l'intégralité des applications en .NET et donc de pouvoir profiter eh bien, de toutes vos compétences que vous avez déjà acquises et donc notamment profiter d'un certain nombre de choses qui sont quand même assez sympas en C# et en .NET comme les async await, comme les librairies comme JSON.NET, tout ce qui va être Link, tout ça vous allez pouvoir la réutiliser dans vos développements Xamarin. Est-ce que vous avez des petites questions jusque-là, ou je vais déjà trop vite? Je ne sais pas s'il y a un micro après. Non, pour le moment, ça va? Je continue? D'accord. Vous n'hésitez pas, même si je ne vois pas forcément toutes les mains levées, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, même pendant la conf. Donc, je vous parlais de réutilisation du code. L'intérêt, c'est qu'on va avoir finalement, dans un projet, pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc ici, ça va être un projet natif. Je vais essayer de prendre un projet un petit peu compliqué. Voilà. Donc ça, c'est un petit projet qui commence déjà à avoir un petit peu de code. Et je vais essayer de zoomer parce que vous ne voyez pas grand-chose, je pense. Donc, en fait, on retrouve ici, par exemple, une application Android et une application iOS. Sauf que je ne vais pas pouvoir faire ça. Voilà. Alors, l'idée, c'est qu'on va avoir, dans notre projet Android, on retrouve... Là, c'est une Android natif. On a finalement exactement la même architecture qu'on retrouve sur un projet Android. Donc, si vous avez cette habitude des activités, on voit qu'en fait, on ne change absolument pas la structure de chacune des plateformes. Pour Android, ça reste des activités. Et pour iOS, ça reste finalement des view controllers. La seule chose qui change, c'est l'utilisation du code C#. Et l'intérêt derrière ça, c'est que eh bien, tout ce qui va pouvoir être utilisable, c'est-à-dire l'accès par exemple à des web services, l'accès à des modèles, l'accès à des données de manière générale, tout ça, on va pouvoir eh bien, réutiliser. Toute la partie code métier, on le met dans des librairies et on va pouvoir du coup les lier à nos différents projets et réutiliser toute cette partie de code. Donc c'est ça le vrai intérêt de Xamarin natif. Et pour du Xamarin Forms, on va vraiment un cran plus loin. Avec ici, dans la structure sur la droite, en fait, on voit qu'on a 4 projets. Il y a un projet UWP, un projet iOS, un projet Android et un projet Xforms. Tout le code, y compris toutes les pages qui sont en XAML, tout est contenu dans la classe dite portable, qui
qui encapsule l'intégralité du code. Et en fait, les différents projets Android, iOS et UWP vont ne servir finalement pratiquement que de bootstrapper, c'est-à-dire pour lancer la classe librairie qui est derrière et puis attaquer les différentes pages qui sont derrière. Donc au final, on ne génère pas qu'un seul package, on va générer bien 3 packages, un pour chaque projet, c'est-à-dire Android, iOS, Windows, et puis on va pouvoir après le déployer sur l'ensemble des plateformes. Alors il y a plusieurs techniques pour partager du code en Xamarin. Les deux principaux, c'est vraiment de tout ce qui va être Portable Class Library. Donc l'idée, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle une assembly, donc une DLL, qui va être compilée. Et cette DLL, on va simplement la référencer sur les 3 projets. La deuxième approche, c'est d'utiliser des shared projects. Et shared project, c'est-à-dire que tout le code qu'on va aller copier dedans, toutes les classes qu'on va mettre dans ce projet partagé, eh bien, lors de la compilation, ces différentes classes vont tout simplement être copiées dans chacun des projets et compilées avec le projet. Alors, la différence est subtile, mais les deux ont des intérêts et des contraintes. Notamment, shared project, l'intérêt, c'est que vu que toutes les classes peuvent être copiées finalement à l'exécution, pas l'exécution, mais lors de la compilation, on va pouvoir pratiquement mettre des directives de précompilation à l'intérieur du code pour dire, si je me retrouve sur une plateforme iOS, prends cette portion de code, si je me retrouve sur une version Android, prends plutôt telle ou telle portion de code, et ça directement lors de la compilation. Portable Class Library, on est vraiment dans une approche où on crée une librairie, donc qu'on va vraiment compiler, et donc il va falloir finalement être un petit peu plus généraliste. Alors, on peut développer en Xamarin sur Windows et également sur iOS. Il y a une version de Visual Studio qui est arrivée, qui s'appelle Visual Studio pour Mac, qui est un rebranding de Xamarin Studio. J'en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure, mais l'idée c'est de pouvoir en tout cas développer du Xamarin sur iOS et sur Windows. Petite subtilité, si vous êtes sur une plateforme Windows et que vous souhaitez commencer à développer en iOS, on ne pourra pas compiler sur le Windows pour des raisons légales de licensing, car on ne peut pas avoir de machine virtuelle iOS. Donc il vous faut forcément un Mac quelque part sur le réseau, déporté, qui va se connecter au Visual Studio juste pour aller compiler finalement le code sur le Mac distant. Ça a évolué à Build, et je vous en parlerai tout à l'heure dans quelques instants. Alors je vais passer assez vite là-dessus. Mais pour être clair et pour tout synthétiser par rapport à cette introduction, voilà, tout ce qui peut être fait aujourd'hui en Objective-C, Swift ou Java, en développement pur natif, peut être fait en C# avec du Xamarin. Il n'y a pas de limitation. Et honnêtement, quand vous avez une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur Android et iOS, c'est fourni par Xamarin le même jour. Donc vous pouvez accéder aux mêmes API le même jour qu'elles sont réalisées sur les autres plateformes. Pendant très longtemps, Xamarin était assez cher, et aujourd'hui, l'intégralité du licensing est complètement intégrée à Visual Studio. Et donc, si vous êtes développeur en entreprise et que vous avez Visual Studio, vous pouvez profiter de Xamarin. Et si vous êtes développeur indépendant ou chez vous, vous avez une version de Visual Studio qui s'appelle Visual Studio Community et que vous pouvez directement utiliser, qui n'a pas de limitation, sur lequel vous pouvez mettre du Xamarin. La version Community, c'est l'équivalent d'une version professionnelle. Il n'y a pas de différence, c'est juste le licensing qui change. Alors, avant d'attaquer la suite, c'est-à-dire vous montrer un petit peu les nouveautés qui sont arrivées à Build, je voulais juste vous préciser ce point qui est important. Quand on est en Xamarin natif, on a exactement les mêmes performances que du natif. Quand on est
en Xamarin Forms, on va avoir un gain en termes de productivité, mais par contre, vous avez une perte en termes de performance, car le niveau d'abstraction qui est fait au niveau de chacune des pages et qui permet après de lier sur les différents contrôles natifs, tout ça, c'est fait lors de l'exécution. Et forcément, eh bien, il y a un petit delta qui est fait et on n'a pas exactement les mêmes performances en Xamarin Forms. On y travaille, mais aujourd'hui, clairement, il y a un petit delta. Alors, pour vous expliquer comment ça marche, on va en Xamarin Forms, eh bien, soit utiliser du XAML, soit pouvoir directement, comme ça, éditer du code pour créer un nouveau bouton. Et lors de l'exécution, on va utiliser ce qu'on appelle des renderers. Je réexpliquerai un petit peu le terme tout à l'heure, mais en tout cas, je vais le réutiliser. Mais c'est bien que vous l'ayez en tête. Les renderers sont finalement des implémentations pour chacune des plateformes. Donc là, c'est le cas le plus simple avec un bouton où on va dire, OK, quand le bouton Xamarin Forms, on va le passer quand je serai sur Android via un renderer qui va eh bien, utiliser l'équivalent, c'est-à-dire le Android widget bouton. Pour iOS, ça va être un UI button. Et pour Windows, on va rester sur un système.windows button. Donc finalement, c'est juste une moulinette qui va vous permettre finalement de mapper les contrôles en natif. Et suite des opérations. Alors, est-ce que je suis dans le timing? À peu près. Est-ce que vous avez toujours pas de questions? Non? Toujours pas? Si? Par rapport à la forme, oui. Vous dites que le mapping avec les objets natifs des différentes plateformes se fait à l'exécution. Pourquoi on a un il y a une optimisation qui est faite maintenant. Il y a un XAML compiler qui permet de faciliter un petit peu ça. Mais une grande partie du rendu, tout le moteur de layout, se fait lors de l'exécution. Il y a en grande partie. Je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure là sur comment, entre autres, on essaye de gagner en performance sur Xamarin Forms pour la version 3.0. Mais aujourd'hui, il y a encore une grande partie qui n'est pas fait lors de la compilation. Tout le système de layout, on peut aujourd'hui vraiment dynamiquement créer des contrôles et ainsi de suite, et cette partie-là n'est pas faite du tout à la compilation. Alors, donc il y a quelques semaines, s'est déroulé un événement qui s'appelle Build, qui est un événement assez majeur pour Microsoft. Donc c'est vraiment l'événement de l'année sur la partie développement. Et il y a eu pas mal d'annonces autour de Xamarin. Donc je parle d'annonces parce que la plupart de ces informations vont arriver plutôt à partir d'octobre-novembre. Donc je ne peux pas faire énormément de démonstrations, mais en tout cas on va pouvoir déjà un petit peu en parler. Alors cette année, malheureusement, ça se passait à Seattle, parce que d'habitude, ça se passe toujours à San Francisco. Voilà, c'est un petit peu moins ensoleillé, mais encore, on a eu beaucoup de chance, car on a eu les premiers jours de soleil. Ils avaient eu 100 jours de pluie d'affilée quand on y était allé. Donc ils étaient quand même voilà, très heureux de voir un petit peu le soleil. Bon, ça s'appelle quand même la ville de la pluie, pas pour rien. Et on va parler quand même de l'événement lui-même et des différentes annonces. Alors la première annonce, c'est .NET Standard. Alors, .NET Standard, ça existe depuis quelques mois, années maintenant. L'idée, c'est de pouvoir avoir une spécification qui standardise, vu qu'on commence à avoir plein de runtime un petit peu partout, c'est-à-dire qu'on a des runtime en .NET sur Android, iOS, Windows. Et même sur Windows, on en a plusieurs, entre les runtime pour WPF et les runtime pour UWP. L'idée, c'est de commencer à standardiser un petit peu quelles sont les API qui sont dans une version de tel ou tel runtime. Donc on a commencé à les classifier, et l'annonce qui a été faite, donc on était à la version 1.7 dernièrement, et maintenant on a annoncé la version 2.0. Alors qu'est-ce que ça change? Ça change simplement que on va pouvoir utiliser beaucoup plus d'API, qu'on a intégré à peu près 20 000 de plus par rapport au précédent standard. Et surtout, ce standard-là va arriver dans Xamarin Forms. Dans Xamarin Forms 3, donc dès la rentrée, vous allez pouvoir bénéficier de 20 000 API supplémentaires et donc pouvoir, entre autres, eh bien,
accéder à ce type de choses, notamment pas mal d'API qui sont liés à la sérialisation, à XML, au réseau, à tout ce qui va être entrée-sortie, au threading, et puis des choses assez intéressantes autour de la réflexion notamment. La deuxième annonce, c'est qu'on a proposé un nouveau standard sur XAML. Alors pourquoi ? Tout simplement car quand vous êtes habitué à utiliser du XAML sous Windows 10, donc que ce soit du WPF ou du WP, et que vous commencez à travailler en Xamarin, vous êtes un petit peu dérouté car les noms des contrôles, entre autres, ne sont pas du tout les mêmes. Donc on peut le voir ici, là, un text block, c'est un label en Xamarin Forms, un text box, c'est une entry. Donc l'idée, c'est de commencer à vouloir à créer finalement une spécification pour uniformiser au moins le nom des différents contrôles sur les plateformes. Alors autant l'annonce autour de .NET Standard va arriver assez vite pour nous, autant celle-ci c'est vraiment juste une annonce puisque le standard est en pleine écriture. Ils veulent terminer l'écriture du standard d'ici octobre, ce qui veut dire que ça ne sera pas implémenté concrètement avant un petit moment, mais vous pouvez en tout cas participer si ça vous intéresse de proposer des choses à ce standard. Vous pouvez aller sur le GitHub en question, github.com/Microsoft/XAML standard, et puis commencer à faire vos propositions. En termes d'outillage, alors j'en ai parlé tout à l'heure, on a Visual Studio pour Mac qui est enfin en version RTM. Alors, tout à l'heure, j'ai rapidement dit que c'était un rebranding de Xamarin Studio. Alors oui, mais pas que. L'idée, c'est de pouvoir reprendre tout ce qui était bien dans Xamarin Studio, donc notamment développer des applications en Xamarin, mais d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de pouvoir proposer dans Visual Studio l'utilisation de tout ce qui va être création de back-end. Et donc aujourd'hui, vous pouvez déjà faire de l'ASP.NET Core, créer tout ce qui va être API back-end à base d'ASP.NET Core depuis Visual Studio pour Mac, et puis directement pousser votre application web sur Azure. Et de plus en plus, on va intégrer bien, tout ce qui va être solution Azure directement dans Visual Studio pour Mac. On a également intégré ce Visual Studio à notre suite Team Foundation Service, ce qui n'était pas le cas encore jusqu'à maintenant. Il n'y avait qu'une intégration à GitHub. Alors, pour tous ceux qui ont déjà installé Visual Studio, vous savez que ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et quand on commence à développer en Xamarin, on se pose la question à deux fois avant de réinstaller son ordinateur, car c'est vrai, on a quand même 40 gigas de package de Visual Studio qui arrivent. Une fois qu'on a installé ça, on se dit qu'on va installer Xamarin par-dessus, et une fois qu'on a fait ça, on se dit qu'on va commencer à installer tous les émulateurs. Voilà, donc il faut un petit peu de temps et un peu de place sur son disque. Alors, l'idée, c'est que déjà avec Visual Studio 2017, on a fait un grand pas. Maintenant, on a la possibilité de dire je ne veux installer que Xamarin et le minimum légal. Donc du coup, on passe à peu près de 40 gigas à 6 ou 7 gigas. Alors ils s'emballent un peu, ils disent que ça peut être installé en 5-6 minutes. Bon, ils sont un petit peu emballés. Mais en tout cas, c'est vrai que ça va quand même beaucoup plus vite. Et puis, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a installé tout ça, on aimerait pouvoir déployer une première version de son application, mais le plus rapidement possible sur son téléphone. Et si vous êtes sur Windows et que du coup, vous ne disposez pas tout de suite d'un Mac à côté pour pouvoir compiler le code, ça nous pose problème et on essaye de trouver des solutions. Notamment via cet outil qui a été annoncé qui s'appelle Xamarin Live. Alors Xamarin Live, l'idée c'est de dire si vous ne disposez pas tout de suite d'un Mac, pas de problème, vous allez pouvoir directement appairer votre téléphone iPhone au Visual Studio. Donc vous avez une petite application Xamarin Live. Alors ce que je dis là c'est pour iOS, mais ça marche aussi pour Android. L'idée, c'est que vous allez tout simplement donc installer Xamarin Live sur votre téléphone, vous appairez le téléphone à Visual Studio et le code va être compilé sur le téléphone. Non seulement il est compilé, il va être exécuté, mais en plus on va pouvoir aller un cran plus loin,
c'est qu'on peut faire du live and edit coding, c'est-à-dire que vous pouvez comme ça modifier à la fois le code XAML ou le code C#, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement que la partie interface. Vous pouvez vraiment changer, il y a eu des démos qui ont été faites dans ce sens-là, vous pouvez changer le code qui est derrière et il va recompiler tout dynamiquement pour voir directement le résultat dans l'application. Alors, c'est génial, on a eu tous les yeux qui brillaient. Aujourd'hui, ça pourrait être parfait, excepté quelques limitations. Et donc, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions, mais il y a notamment cette grosse limitation que j'ai mis en jaune fluo, c'est qu'aujourd'hui, le support de la réflexion est très limité, et donc ça impacte notamment des nuggets qui sont quand même indispensables pour la plupart des applications, notamment SQLite pour tout ce qui va être base de données, ou JSON.NET pour tout ce qui va être sérialisation JSON. Clairement, si on ne peut pas bénéficier de ces deux packages nuggets, ça nous enlève quand même 70 à 80% à mon avis des applications. Donc ils sont en train d'essayer de trouver des solutions, mais donc potentiellement un super outil s'ils arrivent à solutionner ce problème le plus rapidement possible. Ensuite, si vous avez développé des applications sur iPhone, que ce soit avec Xcode ou avec Xamarin, vient le moment douloureux où vous souhaitez eh bien, provisionner l'application pour pouvoir aller la pousser sur soit le dev, pardon, j'ai oublié, l'Apple Store, voilà, merci, ou tout simplement pouvoir pousser votre application et la publier. Alors, c'est très compliqué parce qu'il va falloir générer un certificat de distribution, on va générer dans un deuxième temps un application ID, ensuite on va créer un provisioning profile. Quand vous commencez vraiment à regarder la documentation qui est associée à ça, vous avez sur la documentation Xamarin à peu près 40 pages de doc, et donc c'est un peu compliqué, on se dit bon, on va peut-être revoir, on va s'y prendre autrement. Alors, depuis quelques mois, il y a une suite d'outils qui commence à être créée, qui s'appelle Fastlane, voilà, comme les billets coupe-fil. L'idée, c'est de pouvoir gagner du temps et pouvoir automatiser tout ça par programmation. Ou en tout cas, même en ligne de commande, on va pouvoir le faire. Mais la grande nouveauté, c'est qu'ils ont commencé à intégrer tout cet outillage-là directement dans Visual Studio et Visual Studio pour Mac. Et maintenant, votre Visual Studio va pouvoir être directement être connecté à votre compte de développement Apple. Et du coup, on peut simplement dire, OK, cette application, j'ai besoin que tu me génères un certificat. Et si je me connecte à mon téléphone, bah, te prends pas la tête. Tu intègres directement ce nouveau téléphone dans le provisioning profile et on va pouvoir directement déployer l'application sur le téléphone en question. Donc tout peut se faire aujourd'hui via cette interface graphique et j'avoue que ça va faire vraiment gagner pas mal de temps à beaucoup de développeurs lors de la fin du développement. Alors, pas mal de nouveautés sur Xamarin Forms. Donc, on a parlé un petit peu des différentes approches. Donc, aujourd'hui, vous avez soit l'approche native, soit l'approche Xamarin Forms. Et si vous êtes intéressé par toutes les évolutions qui vont arriver sur Xamarin Forms et notamment l'arrivée de Xamarin Forms 3, vous pouvez aller sur ce AKMS/Xamarin Forms Evolution où vous pouvez pouvoir contribuer éventuellement aux différentes mises à jour. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, Xamarin Forms 3. Donc ça arrive en octobre. Et l'idée, c'est de pouvoir inclure certaines nouvelles fonctionnalités, mais surtout énormément de gains en termes de performance. Alors, pour gagner en performance, on va passer par deux phases. Une qui s'appelle la Layout Compression. Et donc là, on va rentrer dans des choses un tout petit peu plus techniques. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une application Xamarin Forms, si vous avez un des contrôles, on va dire par exemple le bouton, qui nécessite d'être modifié avec une nouvelle police, ou une police qui va être plus grande, ce qui va se passer, c'est que on va appeler, le contrôle, le bouton, va appeler un événement qui s'appelle Invalidate Measure.
Il va simplement dire, écoute, je me suis mis à jour avec une police de nouvelle taille. Probablement que moi, en tant que contrôle, je ne suis plus forcément à la bonne taille. Mais pour qu'il se redimensionne, ce contrôle, eh bien, il va demander à son parent, donc aux différents containers qui le contiennent, comment il a le droit de se redimensionner. Et donc, il va poser la question aux parents d'avant. Le parent lui-même va dire, bon, je vais poser aussi la question aux parents précédents. Et donc, on va remonter comme ça jusqu'à la page. La page, une fois qu'elle a tout invalidé, elle va dire, OK, on va refaire le layout. Et donc, on repart du haut de la page. On va demander à tout le monde, OK, combien de place tu veux? Et en fonction des contraintes qui sont exercées par les différentes propriétés des contrôles, on va finalement avoir un redimensionnement complet. C'est la big picture. Ça prend énormément de temps et on essaye de trouver des solutions en Xamarin Forms pour essayer de synthétiser un petit peu tout ça. Parce qu'on fait un travail côté Xamarin, mais on fait aussi le travail côté finalement purement natif. Et finalement, ce que vous avez en haut, c'est une approche avec le layout sous forme Xamarin Forms. Donc on voit qu'il y a les grilles, il y a un stack layout. Et sur UWP, on va à peu près, de manière miroir, refaire la même chose. Donc on va créer des panels, on pourrait utiliser les mêmes termes, mais ils ont changé un petit peu leur approche. Mais on va retrouver à peu près la même architecture de manière miroir. Ce qu'on veut faire pour gagner un petit peu de temps, c'est compresser tout ça. C'est-à-dire que les différents layouts, même si le développeur a dit effectivement qu'il avait une architecture qu'on souhaitait respecter, même si on la garde en mémoire côté Xamarin Forms, à partir du moment où le rendu final est exactement le même, on n'est pas obligé d'avoir exactement la même architecture côté UWP ou côté Android, côté iOS. Donc l'idée, c'est qu'on va supprimer de côté natif, eh bien, toutes les couches d'indirection, toutes les couches en trop. Donc là, ce qui est supprimé, c'est tous les panels. Tous les panels qui sont encapsulés, on essaye de les supprimer. Donc finalement, on va avoir une sorte de canevas, au final, qui va finalement directement positionner les bons contrôles au bon endroit. Et juste en faisant ça, visiblement, on gagne vraiment en termes de performance par rapport à cette gestion de messages dont on a parlé tout à l'heure, qui est un petit peu laborieuse. Mais ce n'est pas encore suffisant. Car je vous ai parlé de renderers. Donc le fait que quand on arrive tout en bas de la pile, on va accéder à un renderers natif Android, iOS pour finalement faire l'affichage final. Et bien là aussi, on va essayer de comprimer, parce que honnêtement, au niveau de la manière dont on a architecturé aujourd'hui les renderers, il y a déjà plusieurs objets qui sont encapsulés les uns avec les autres. Et donc on va essayer d'écraser également cette stack avec ce qu'on appelle des fast renderers pour pouvoir au final vraiment, en comprimant le layout et en utilisant les fast renderers, avoir un minimum de choses côté natif. Alors aujourd'hui, les fast renderers sont déjà présents dans la première, ils sont déjà présents dans la version de Xamarin Forms actuelle. Vous pouvez déjà le tester, sauf qu'on l'a fait que pour Android, avec les labels, les boutons et puis les images. Alors c'est déjà pas si mal parce que c'est vrai que la plupart des interfaces contiennent vraiment essentiellement des labels, des text blocks, des boutons et des images. Donc on va dire qu'il manque actuellement les text blocks. L'idée c'est d'aller un petit peu plus loin, de proposer davantage de contrôle en mode fast renderers et puis l'approche qu'on a pour Android, essayer de l'avoir également pour iOS. Sur les nouvelles fonctionnalités, on va supporter des nouveaux back-ends avec, en complément donc, de Windows, Android, iOS, supporter macOS, supporter Linux, notamment Tizen, et Windows Presentation Foundation. Alors voilà à quoi ça donne sur une implémentation pour Tizen. Donc Tizen, c'est aujourd'hui une version d'Android qui est pas mal utilisée sur tout ce qui va être téléviseur. Donc ça peut être assez sympa si vous avez ce besoin-là. Et puis en Xamarin Forms, on va avoir du Linux. Alors c'est un petit peu moins joli, mais voilà, vous avez un bon rendu. Les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver également au mois d'octobre.
Il y a une notion de flex layout. Donc si vous êtes habitué à la notion de flexbox comme on retrouve en CSS, eh bien c'est l'équivalent. Donc l'idée c'est d'avoir un contrôle un petit peu adaptatif qui va nous permettre de pouvoir, en fonction de la résolution de l'écran, eh bien pouvoir avoir ce type de rendu, c'est-à-dire de repasser à la ligne assez facilement. Bon, ça fait pas que ça, je schématise, mais en fait la volonté des différents contrôles que je vais vous présenter là, qu'on est en train de rajouter, c'est notamment pour toute cette notion d'adaptatif, c'est-à-dire de faire en sorte que son application s'exécute correctement, suivant qu'on est sur un téléphone mobile, suivant qu'on est sur des téléviseurs ou sur des écrans plus traditionnels. On a amélioré les performances du list view, ce qui est pas plus mal. Et surtout, ce qui, voilà, moi, m'intéressait particulièrement, c'est que, bizarrement, dans la syntaxe de la list view, il y avait vraiment une petite différence par rapport à du XAML classique qu'on retrouve sous Windows 10 ou qu'on retrouve en WPF. Ils avaient introduit un mot-clé qui s'appelle viewCell, qui était placé dans l'architecture. Et voilà, ils vont le supprimer. Donc, on va avoir à peu près la même syntaxe, du coup, des list view sur Xamarin, comparé à ce qui existe sur la plateforme Windows. Je passe assez vite sur tous ces éléments-là. Les deux choses qui sont le plus essentielles dans cette slide, c'est les deux qui sont à la fin, où on retrouve cette notion d'adaptive layout. Alors, et de Visual State Manager. Alors, 2-3 mots là-dessus. Pour ceux qui ne font pas de développement Windows 10, je vous explique un petit peu le contrôle relative layout. L'idée, c'est de pouvoir avoir un container qui va nous permettre de placer des contrôles dans la page, relativement les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on va dire, j'ai un bouton, et ce bouton va devenir finalement ma référence, et le prochain bouton, je vais lui dire, je veux que tu le places à droite du premier bouton. Après, le text block, je veux que tu le places en dessous du deuxième bouton et je veux que tu l'alignes à droite par rapport au premier bouton. Voilà. On peut comme ça placer tous les contrôles relativement les uns avec les autres. Et ce qui est génial, c'est que c'est complémentaire avec le point qui est précédent, qui s'appelle le Visual State Manager. Le Visual State Manager fonctionne comme va permettre de déclencher des actions en fonction, par exemple, de la résolution de l'écran. Et donc, si ma résolution d'écran passe une certaine résolution, je vais pouvoir déclencher une action qui va dire, par exemple, à mon relative layout, de changer l'ordre des contrôles et de dire plutôt que placer le premier contrôle en dessous du deuxième, je veux que tu le places à gauche ou places à droite ou places en bas en fonction des actions qui ont été déterminées dans le Visual State Manager. Donc on va pouvoir repositionner comme ça tous les contrôles dynamiquement en fonction de la résolution de l'écran. Voilà, je vais faire bref parce que je suis parti un petit peu dans des considérations un petit peu lointaines. Voilà. Alors, une information également qui a été annoncée, c'est Xamarin Forms Embedding. Alors, l'idée est simple, c'est que jusqu'à maintenant, vous pouviez faire soit du Xamarin natif, soit du Xamarin Forms. Et là, ils ont proposé de faire quelque chose entre les deux, c'est-à-dire de dire, vous êtes sur du Xamarin natif, vous allez faire toutes vos interfaces en XML, en XAML, avec des storyboards, pour tout ce qui va être compliqué. Mais par contre, à un moment donné, vous avez peut-être des interfaces qui sont plus simples, qu'on ne fait pas forcément besoin d'avoir du pixel perfect et pas avec énormément d'animation. Et donc, pour ce faire, on va pouvoir tout simplement attaquer des formulaires qu'on aura édités en Xamarin Forms et on va pouvoir du coup les instancier et les utiliser directement dans une application native. Donc, ils ont lancé ça, ils ont vraiment envie d'avoir du feedback voilà, de notre part à tous sur cette fonctionnalité pour voir si c'est intéressant ou pas. Et ils ont commencé à la proposer, à la mettre en place. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pas? Je vous ai complètement endormi, vous savez à peu près? Non? Même pas une petite question? Rien? Je suis déçu. Bon. Alors, quelques éléments sur Xamarin Natif. Quand
quand on fait du Xamarin, on peut quand même réutiliser des librairies que vous auriez déjà développées pour iOS ou Android. Donc l'idée, c'est qu'on reprend toute la librairie telle qu'elle était, de manière binaire, et on va faire ce qu'on appelle du binding. Alors le mot porte pas bien son nom, je ne parle pas du tout de binding au sens XAML, on parle de binding au sens du coup librairie. On va lier cette librairie et la convertir en quelque sorte en .NET. Alors c'est pas qu'on la recompile, c'est simplement qu'on fait un wrapper au-dessus de cette librairie pour passer du monde .NET au monde natif qui est déjà existant. Donc jusqu'à maintenant, on a cet importeur et cette manière de faire pour importer des librairies natives en Java et en Objective-C. Ça se passe plutôt bien, mais le problème, c'est que les types ne sont pas toujours les mêmes en termes de conversion. Ça pose parfois des problèmes et on n'a pas forcément toute la documentation qui va bien en termes de metadata au niveau d'Objective-C et de Java. Donc du coup, ça veut dire que quand on fait cette conversion, généralement, à un moment donné, on va certainement repasser un petit peu à la main pour 2-3 bricoles. Ce qui va arriver, c'est Swift Netifier. Swift Netifier, c'est tout simplement le fait de pouvoir, comme ça, importer des librairies qui ont été éditées en Swift. Sauf qu'en Swift, il n'y a pas de problème du tout. On va avoir toutes les métadatas dont on a besoin pour pouvoir faire ce passage finalement du monde .NET au monde Swift. Et ça va donc du coup être complètement automatisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin du tout de repasser dessus à la main pour changer de 3 conversions. Cette automatisation est complètement... on n'a pas besoin de touches manuelles. Pardon. J'ai parlé d'AOT tout à l'heure, si vous en souvenez. Donc j'ai réexpliqué que la partie ahead of time et donc le fait de pouvoir compiler, ça n'existait que pour iOS. Et bien pourtant, ça pourrait être pratique sur Android, puisque en fait, quand on compile tout de manière native, on gagne du temps lors du premier démarrage. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, comme sur une runtime Java ou une runtime .NET, d'avoir ce qu'on appelle une compilation just-in-time, donc qui se fait lors de la première fois qu'on lance l'application, qui a quand même donc une petite perte en termes de performance. Donc l'idée, c'est d'amener tout simplement ahead of time et de pouvoir compiler dynamiquement les... Pardon, je me suis embrouillé. Donc on amène AOT sur les plateformes Android et sur les plateformes Mac. Donc on avait iPhone, mais maintenant on va l'avoir également pour la plateforme Mac. Donc on va pouvoir compiler du coup en natif directement notre application Xamarin sur ces différentes plateformes. Et il y a même un mode hybride qui est présent, parce qu'en fait la partie just-in-time qui existe en .NET a un intérêt, c'est qu'on va pouvoir charger dynamiquement éventuellement des librairies avec assembly.loadfile et faire de la réflexion dessus. Du coup, on propose un mode hybride où on va bénéficier de AOT et également de la JIT qui va être inclus dans Android uniquement pour Mac. Bon, c'est un peu bizarre, mais on propose en tout cas ce mode hybride. Alors des choses un petit peu plus high level. L'idée, c'est de proposer de nouvelles librairies. Donc on a une librairie qui arrive pour tout ce qui va être 2D, qui va compléter ce qu'on a aujourd'hui, car il n'y avait pas grand-chose sur l'environnement Xamarin, qui était très très bien pour notamment faire du vectoriel, faire des courbes de Bézier, et ainsi de suite. Donc on importe maintenant une librairie qui s'appelle Skia. Et Skia n'est ni plus ni moins que le moteur de rendu graphique qui est utilisé aujourd'hui sur Chrome et sur Android. Donc ils auront récupérer en fait toutes les librairies qui étaient présentes, et cette librairie, il la propose aujourd'hui directement dans Xamarin, que ce soit Xamarin, Android, iOS, UWP et même Xamarin Forms. Donc on va pouvoir directement utiliser ces différentes librairies pour pouvoir notamment afficher du texte, des drop shadows, des choses comme ça. On va pouvoir enrichir nos applications avec un certain nombre d'éléments 2D. Et ce qui est vrai pour le 2D et vrai pour le 3D, avec une nouvelle plateforme qui s'appelle Uro, qui vient d'intégrer Xamarin pour proposer des expériences depuis Xamarin en 3D,
notamment si vous souhaitez cibler eh bien, des devices comme HoloLens. Donc ça c'est une petite démo qui a été faite. Donc l'idée c'est voilà ce que peut donner le moteur Euro sur Xamarin et sur une application donc UWP qui a été poussée finalement sur HoloLens. Donc ils sont amusés également à refaire un petit sabre laser et pouvoir du coup le manipuler également via le téléphone. Donc l'application Xamarin est présente du coup là sur HoloLens et également sur le téléphone. Alors, quelques petits bonus qui ne sont pas complètement liés à Xamarin, mais dont je voulais vous parler. Le premier, c'est un projet open source qui s'appelle Embeddinator 4000. Alors, clairement, ça n'a pas eu l'aval du marketing de chez Microsoft, mais voilà, c'est un projet open source, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Et l'idée, c'est de faire l'inverse de ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de mettre du .NET dans n'importe quelle application. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'on peut prendre une plateforme, une librairie que vous auriez créée en .NET et demander à la compiler et à l'exposer comme si c'était une librairie qu'on pourrait utiliser nativement sur Android ou sur iPhone. Donc c'est l'inverse, on crée notre librairie .NET et on va pouvoir aller la consommer sur Android iOS. On va avoir finalement la runtime qui va être complètement intégrée dans cette librairie et on va pouvoir aller la consommer directement sans s'embêter depuis Android iOS. Alors je voulais vous parler de ça, ça n'a aucun rapport avec Xamarin. C'est une nouveauté qui est arrivée sur UWP, donc pour Windows 10. C'est finalement la nouvelle charte graphique qui est promise. Donc vous connaissez peut-être le terme métro, voilà, qui avait changé avec Modern Design, et il a encore changé. Voilà, c'est Fluent Design System maintenant. Et donc, vous ne étonnez pas, toutes les applications sur Windows 10 vont progressivement finalement évoluer jusqu'à la prochaine mise à jour de Windows qui va arriver cet automne. Et on va intégrer de plus en plus finalement toute cette nouvelle logique. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors l'idée simple, c'est que, il y a des nouveaux devices en fait sur les plateformes Microsoft, notamment il y a HoloLens qui est arrivé. On commence à supporter également sur les Surface Studio, des nouveaux accessoires comme Surface Dial. Et donc ils en ont profité un petit peu pour revoir un tout petit peu la partie design. Alors il y a des choses qui sont un petit peu emprunts à Android, à Material Design, mais on a plein d'autres choses par contre qui sont arrivées et qui sont assez sympa. Ça rend pas forcément bien ici, je pourrais vous le montrer sur mon écran. Donc on va avoir tout ce qui va être animation connectée, donc on va avoir de plus en plus d'animations sur les applications Windows qui vont arriver. On va avoir quelque chose qui s'appelle acrylique et on va comme ça introduire de plus en plus de nouvelles matières. On revient un petit peu à des notions de texture dans Windows. Acrylique, vous voyez sur le menu qui est sur la gauche, eh bien c'est tout simplement comme il y avait sous Windows Aero, mais avec un peu en mode fenêtre de salle de bain. On voit ce qui se passe derrière par transparence et on va commencer à intégrer comme ça d'autres textures progressivement.
des effets un petit peu parallaxe, voilà, et des notions de reveal. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais l'idée, c'est que par défaut, entre les différents boutons qu'on peut avoir, ou ici, entre les différents éléments de la liste view, par défaut, il n'y a rien. Et par contre, dès que la souris va s'approcher, ça va révéler en fait éventuellement des boutons, des choses comme ça, en affichant un petit peu les contours de manière très discrète, mais ça fait vraiment très joli. De manière générale, énormément d'effets, des petits effets légers de lumière ont été introduits partout dans la charte graphique, et on voit que ça va arriver. Aujourd'hui, HoloLens, si vous avez un petit peu utilisé HoloLens, vous avez déjà cette notion de lumière qui existe sur l'écran d'accueil. Et je voulais terminer également avec Visual Studio Mobile Center. Je suis plus que dans le timing. Alors, quelqu'un a déjà utilisé Visual Studio Mobile Center? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Personne? Pas grand monde. D'accord. Alors, l'idée, c'est que chez Microsoft, on a énormément de choses qui permettent de travailler avec des applications pour les industrialiser. Il y a quelques années, on a racheté OkiApp pour tout ce qui est déploiement d'applications. Avec le rachat de Xamarin, on a hérité également de Xamarin Test Cloud, qui permet de pouvoir tester vos applications mobiles sur des véritables périphériques. Donc l'idée, c'est vraiment de vous imaginer qu'aujourd'hui, on a des racks avec plusieurs milliers de téléphones qui sont sur les racks, et vous pouvez aller pousser votre application sur ces téléphones-là pour pouvoir faire des tests fonctionnels. Alors, on a plein de services comme ça, un petit peu disparates, et l'idée, c'est de pouvoir les réunir dans une offre unique qui s'appelle Visual Studio Mobile Center. Et on est d'accord, c'est pas spécifique à du développement Windows. C'est vraiment ouvert à Android, iOS et désormais Windows, puisque Windows est arrivé en dernier, pour pouvoir aller tester son application et la compiler facilement. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc vous avez ce type d'interface. Donc là, donc quand vous arrivez sur l'écran d'accueil, vous choisissez l'application que vous voulez. Si vous voulez rajouter une nouvelle application, on fait tout simplement nouvelle application. On peut choisir si on est sur iOS, Android, Windows. En fonction d'iOS, vous pouvez dire si vous êtes en pur natif, Objective-C Swift, React Native, Xamarin. Android, pareil. Et Windows, on supporte UWP. L'idée, une fois qu'on a créé son application, on va pouvoir aller automatiquement récupérer du code qui vient soit d'un Team Foundation Service, soit d'un GitHub, soit de Bitbucket. Et on va pouvoir mettre des règles pour, à chaque fois qu'on fait un push sur notre repository, directement compiler le code et le pousser vers des testeurs qu'on aura préalablement définis. Donc vous avez cette notion donc, de build, de test et de distribute. Donc pour la partie build, ce qui est intéressant, c'est que on s'occupe de tout, c'est-à-dire qu'on provisionne les agents automatiquement, même si ce sont des agents pour iPhone, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui à disposition des Mac qui permettent d'héberger des machines Xcode et Android Studio, et donc on va pouvoir compiler directement sur Mac votre application et la pousser directement à vos utilisateurs en signant le package au passage. Entre la phase de build et la phase de distribution, il y a la phase de test qui est présente. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, comme ça, donc utiliser Xamarin Test Cloud, mais qui a été réintégré dans cette interface. Et vous choisissez simplement les différents périphériques que vous souhaitez utiliser et que vous souhaitez tester. À côté de ça, une fois qu'on a choisi ça, on va pouvoir aller plus loin et créer des tests fonctionnels qui vont être faits soit en Calabash, soit on peut aujourd'hui utiliser des frameworks comme Expresso. Aujourd'hui, honnêtement, la plupart des frameworks de tests fonctionnels sont utilisables sur Xamarin Test Cloud.
Et puis après, l'idée, c'est de pouvoir également aller sur des choses un petit peu plus spécifiques, notamment faire toute la partie monitoring de l'application. Voilà. Si vous ne connaissez pas, aujourd'hui, c'est toujours en évaluation, c'est payant, c'est pas payant, pardon, c'est gratuit. Ça sera payant un jour, mais pour le moment, vous pouvez le tester comme ça. Et puis, voilà, quand j'aurai plus d'informations sur la facturation, je vous le dirai. Mais actuellement, c'est totalement gratuit. Voilà, merci à tous. Et si vous avez des questions, je suis disponible. N'hésitez pas. Merci. Bonsoir, merci déjà pour la présentation. Quand on fait du Xamarin et donc on compile vers Android ou iOS, le livrable, donc l'APK, est quand même plus lourd parce qu'il y a ce qui est embarqué par Xamarin qui est fourni par rapport à du natif ou pas du tout. Si on est sur du... Ah, il y a 2 micros, c'est merveilleux. Oh, c'est parfait. Quand on est... Si, c'est bon, ça marche. Ok, ça marche. Quand on est sur du natif pur, il va y avoir la runtime .NET qui va être incluse, mais elle peut être partagée éventuellement. J'avoue que j'ai pas d'informations, j'ai jamais fait vraiment attention à ça, et donc je veux pas dire de bêtises. C'est pas improbable que ce soit un tout petit peu plus lourd, mais je préfère vérifier. Faut que je vérifie. Après, non, je veux rien dire. Je donne un joker. Je ne sais pas. Faut que je vérifie. Alors, moi, je vais pas poser de questions, je vais plutôt répondre, parce que du coup, moi, je me suis intéressé à ce cas-là. Principalement sur Android. Sur Android, si tu fais pas d'optimisation, ça va être vraiment beaucoup plus lourd. Malgré tout, si tu utilises en fait toutes les bonnes pratiques qui sont sur les linkers et tout ça, en fait, tu arrives sur une taille d'APK qui est relativement stable en fait. Tu vas avoir quelques émaux en plus. Malgré tout, il n'y a rien de scandaleux. Surtout qu'en plus, du coup, l'APK, une fois qu'il est monté, il est recompressé. Donc quand il est sur le téléphone, moi j'ai une appli qui tourne, elle fait, allez, 15-20 mégas en natif. Il n'y a rien de scandaleux par rapport à la taille, quoi. Mais par contre, tu vas souffrir pour faire l'optimisation, surtout côté Android. Bonjour, merci. Alors moi j'enseigne à l'IUT Xamarin et UWP depuis cette année et donc j'ai martyrisé les élèves pendant quelques temps. Maintenant je vais essayer de me laisser martyriser par eux et donc j'ai 2 types d'élèves, j'ai les grincheux et les grognons et les 2 catégories se plaignent du manque du designer sur Visual Studio pour Xamarin. Est-ce qu'il y a des évolutions là-dessus? Oui, alors il y a un Forms Previewer qui aujourd'hui est disponible sous Visual Studio, que ce soit Mac ou PC. J'avoue que la dernière fois que je l'ai lancé, j'étais pas hyper satisfait, mais j'avoue que j'ai pas installé tous les... Je vous explique pourquoi. Voilà. Théoriquement, il est là. Alors... Donc sur Xamarin Forms, j'ai tendance en fait à coder pas mal en XAML pur, mais je suis complètement d'accord qu'il faut généralement quand même un previewer. On peut le récupérer, il est caché, je vais le trouver. Autre fenêtre, XAML Form Previewer. Théoriquement, vous pouvez le trouver là, et je sais que j'ai pas installé, je crois, la runtime dans le bon... voilà, il manque quelque chose. The Android projects need to build... Voilà. Alors, on va essayer de le rebuilder. J'aimerais bien vous faire quand même... On va voir si je peux y arriver. Mais en tout cas, il est le présent là. Alors, on va essayer de le recompiler là. Générer. On va lui laisser un petit peu de temps pour qu'il se réveille. Pour répondre à la question, en tout cas, il y a le Xamarin Forms Previewer, voilà, qui jusqu'à maintenant n'était pas génial.
je l'ai pas testé, donc, mais il est censé être là. D'accord, donc du coup il tourne pas en live quand on modifie le XAML ou il y a une forme d'exécution à faire À tester. À tester. C'est pas comme, il n'est pas en tout cas aussi avancé que sur UWP, où aujourd'hui en UWP on peut faire du XAML edit and continue. Ce qui va arriver là, c'est avec le XAML live, on pourra faire cette partie edit live and continue. Donc ça va être génial, ils pourront directement l'utiliser, mais il faut qu'ils aient un téléphone du coup. Il faut qu'ils aient un téléphone. Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir faire ce live edit and continue directement sur le téléphone. Alors, si celle-là quand même compilée, du coup, on va voir si je peux refaire l'affichage. Autre fenêtre. Donc ça marche toujours pas. Voilà. Donc on va dire que ça va marcher un jour. Pour le moment, j'avoue que c'est pas la force du tout du produit, la partie éditeur graphique. Voilà. Il faut connaître un petit peu XAML. Et j'ai une deuxième question sur Skia Sharp. C'est pour savoir si ça va être intégré dans le XAML standard après ou. Non, je pense pas que les librairies soient intégrées du tout dans le .NET standard. Non, je peux même vous dire que non. Ça restera une librairie à part, mais qui ne sera pas du tout intégrée dans le .NET standard. Non. Merci. Je suis un peu loin. Bonjour. Voilà, j'aurais voulu savoir en fait dans quel cas quels sont les cas d'utilisation qui vont me faire pencher plutôt vers un responsive ou plutôt vers justement avec Xamarin une appli mobile. Ok, j'étais persuadé que vous étiez parti entre le choix de Xamarin Forms par rapport à du Xamarin natif, mais c'est pas exactement ça. Non, c'est entre finalement du responsive pur au sens HTML ou du... ok. C'est une très bonne question. En fait, tout dépend des performances et de la qualité que vous voulez avoir de l'interface. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui en Xamarin Forms, en Xamarin natif, si vous développez une interface en Xamarin, vous allez avoir exactement les mêmes performances que du natif. Donc ça veut dire qu'il faut se poser la même question finalement entre une application native pure sur le système d'exploitation et puis une application web dite responsive. Vous allez avoir les mêmes choses. Donc après, c'est le même débat qu'entre du natif pur et du responsive HTML JavaScript. J'ai tendance à dire que ça dépend vraiment de l'application. Il faut voir au cas par cas. J'ai pas de réponse toute faite. Il y a des fois où honnêtement le responsive et le HTML s'appliquent complètement si vous avez des performances, si vous avez aujourd'hui tous vos développeurs qui sont en JavaScript et que les performances que vous donne aujourd'hui du responsive en HTML JavaScript répond à vos besoins. Je vais pas essayer de vous attirer vraiment sur Xamarin. Par contre, si vous voulez faire du pur natif, que vous commencez à avoir des compétences dans vos équipes sur du .NET pur et que vous voulez avoir vraiment les mêmes performances et pouvoir utiliser du code sur les trois plateformes, j'aurais tendance à vous dire venez plutôt côté Xamarin. En fait, à chaque fois, un des nombreux choix, ça reste quand même les compétences de vos différentes équipes. Après, si vous n'avez pas de problématique de ce côté-là et que du coup vous pouvez faire le choix que vous voulez, je pense que le natif, ça reste aujourd'hui quand même la meilleure approche, mais voilà. Bonjour, ma question porte sur les librairies externes. Vous avez parlé tout à l'heure qu'on pouvait importer des librairies spécialement à Android ou iOS et les adapter aux applications Xamarin. Mais du coup, les
librairies qu'on importe, elles vont être utilisables que sur Android et que sur iOS? Complètement. C'est du coup, dans ces cas-là, vous avez forcément cette limitation qui s'impose. Mais du coup, généralement, vu que vous pouvez avoir comme ça des librairies du marché qui existent à la fois pour Android et iOS, bah, on va effectivement importer des librairies natives spécifiquement pour Android à un moment donné et spécifiquement pour iOS à un moment donné. Et même si on est dans votre cas de figure où c'est par rapport à du travail que vous avez déjà fait dans votre entreprise, bah, ça peut vous permettre de venir progressivement sur la plateforme. Vous commencez déjà à intégrer vos librairies que vous avez développées éventuellement en iOS et puis, ou en Android, et puis vous commencez après à redévelopper éventuellement cette couche-là à plus long terme. Mais oui, c'est une limitation. Vous n'aurez pas le choix, c'est du natif, donc du coup, c'est limité à cette plateforme-là. Merci. Bonjour, je voulais demander, moi j'ai une code base en C++ et je voulais savoir s'il y avait moyen, enfin comment je faisais là pour le rendre interopérable avec Xamarin et est-ce qu'il y avait une surcouche, enfin facilement. Alors si vous êtes en C++, si vous êtes en C++ et que vous avez déjà toutes vos classes, j'aurais tendance à vous dire de créer... donc on a quelque chose qui s'appelle Visual C++, j'ai oublié le nom, ça va me revenir. Je l'ai montré tout à l'heure. Je reviens là. Tchouk tchouk. Donc vous avez ce petit add-on qui s'appelle Visual Studio C++ cross-platform mobile. L'idée c'est quand vous cochez cette case-là dans l'installation de Visual Studio, ça vous permet d'installer tous les compilateurs C++ pour Android, iOS et Windows, et donc de faire en sorte de rester avec une seule classe C++ et de compiler dans les compilateurs natifs pour chacune des plateformes. Et j'ai oublié le nom, mais Microsoft, du coup, parce que jusqu'à maintenant on n'avait que le compilateur C++ Visual Studio, et maintenant on a intégré un autre compilateur qui permet de pousser la compilation sur Windows, mais qui est beaucoup plus proche en termes de compilation que ce qui existe sur Android. Donc ça permet de limiter les effets de bord. J'ai oublié le nom, je pourrais vous retrouver cette information-là, mais du coup ça vous permet, dans tous les cas, d'avoir à la fin de la compilation 3 DLL pour chacune des plateformes, et ces DLL-là, vous allez pouvoir du coup les intégrer à votre projet Xamarin, mais il va falloir, pareil, faire du binding. Voilà. Du coup, voilà, par rapport à la question de tout à l'heure, l'info pour le compilateur, le second compilateur, c'est Clang. Et merci, merci, c'est Clang qui a été rajouté. Voilà, merci beaucoup. Ah bah merci. Ah. Comment on fait pour les peluches? Je les jette au fur et à mesure. Qui veut une peluche d'ailleurs? Ah si, il y a quand même... Ah, il y a du monde. Moi j'ai une question plus sur Mobile Center. Oui. Et par rapport à la compilation pour iOS. Est-ce que ça veut dire... la personne qui parle? Pardon, c'est moi. Ah pardon. Je suis là. Ça me perturbe beaucoup. Ça me perturbait beaucoup. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut complètement se passer d'un Mac. Et en termes de publication et de signature,
Alors, on est limité. On pourrait presque se passer d'un Mac. Oui, on peut se passer complètement d'un Mac pour la partie compilation. Et non, on applique complètement la signature. Il n'y a pas de limitation, puisque finalement, c'est un vrai Mac qui tourne derrière, avec un vrai Xcode, ni plus ni moins. Donc, en fait, il n'y a pas de limitation. On peut passer toute la signature et le provisioning profile directement dans les options de Visual Studio Mobile Center. Donc, je vous ai parlé d'ailleurs que de l'approche où on compile tout automatiquement, c'est-à-dire que dès que votre code éventuellement est poussé sur un repository, il est recompilé automatiquement à la volée. Ça, c'est une des approches. Maintenant, si vous voulez utiliser Visual Studio Mobile Center, par exemple, juste pour faire du déploiement, c'est possible. Vous prenez votre binaire, éventuellement qui a déjà été signé, et puis vous l'envoyez pour le déploiement. Mais s'il n'a pas été signé, on sait faire cette signature-là. Ça simplifie la tâche. J'ai une question sur Xamarin Test Lab. J'avais entendu qu'avant, il n'y avait que des devices Android et iOS qui étaient présents. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. Ok. Il n'y a pas de plateforme Windows actuellement. Ok, voilà. Merci. Voilà, c'est... Voilà. pas de commentaires. Non, mais... Je peux vous donner plus de détails, mais voilà, actuellement c'est compliqué. On a racheté cette société, il faut la prendre comme elle est, et clairement Xamarin Test Cloud aujourd'hui, par exemple, c'est pas sur Azure. Voilà, donc c'est pas intégré dans la tarification Azure. C'est le seul service de Microsoft qui est pas intégré dans la tarification Azure, tout simplement parce que c'était sur une plateforme concurrente, et eh bien ça prend du temps en fait tout simplement de rebasculer tout ça, et donc ils sont en train de rebasculer progressivement pour tout mettre dans Azure. Alors même s'il n'y a pas de machine virtuelle, parce qu'en fait toutes les périphériques qui sont tous finalement sur des racks, mais par contre toute la partie provisioning aujourd'hui elle est faite de manière automatisée, et cette partie provisioning elle est faite sur une plateforme concurrente, et donc on essaye de ramener tout dans Azure. Voilà. Bon, je vais pas faire ça pour les 50, je crois. Voilà. Je sais pas s'il reste des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non mais ça y est, dès que tu... Jusqu'en haut par contre. Si tu... C'est le singe. C'est le... Oula, bah voilà. Non. Tout le monde est sa chance, j'aurais été quelques-uns quand même. Ah, vas-y, je te laisse la fin pour les quelques derniers qui restent. Déjà, merci beaucoup. De rien, avec grand plaisir. J'espère que vous avez appris quand même quelques trucs. Moi, de mon côté, ouais, c'était le niveau technique, je pense que c'était pas mal. Maintenant, alors, on a eu un petit souci logistique. Donc normalement, on devait avoir des plateaux repas. On devait en avoir 80 pour vous inviter autour d'un petit cocktail dînatoire. On se retrouve avec des cookies et de la bière. Donc voilà, petit problème logistique. Mais du coup, on pourra, voilà, si vous avez un petit peu de temps et si vous voulez passer un petit peu de temps avec Jean-Sébastien et un petit peu pour qu'on puisse discuter entre nous, ça va se passer juste normalement derrière sur la salle repas. Encore une fois, on compte sur vous pour la prochaine session. Donc on a plusieurs choix. Pour l'instant, on n'a pas arrêté notre choix sur le thème. On a une petite préférence pour pousser vers du .NET Core. Je crois que Thomas a déjà animé une session au lavage-œil il n'y a pas longtemps. Donc voilà, peut-être que ça vous intéresse pas, peut-être que vous avez déjà effectué cette session. Donc peut-être ouvrir sur d'autres technos, voire d'autres langages, pourquoi pas. TypeScript, ça hype un peu, donc peut-être TypeScript, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, vous avez une plateforme sur laquelle vous pouvez voter, donc n'hésitez pas. Normalement, ce sera en septembre. Donc on va quand même discuter ensemble avant d'arrêter la date. Mais normalement, ce sera en septembre. Et d'ici là, on a un Twitter, un Facebook, on a le Meetup, on a pas mal d'outils, donc on commence un peu à se structurer. Donc si vous avez des messages, des commentaires, des appréciations, des idées, si même vous voulez proposer des sujets et les animer vous-même, c'est possible. Un peu à l'instar de Clermont Tech. Donc n'hésitez pas à faire vos propositions. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine fois.